oublier les moments dans lesquels un collègue de la Cinémateca Brasileira m'a dit ah, vous êtes de Bologne, vous venez d'entrer à la FIAF, alors je vous donne cette liste des films muets italiens que nous avons à la Cinémateca Brasileira. Nous avons décidé de l'offrir aux cinémathèques italiennes. J'ai déjà donné cette liste à Rome, Milan, Turin. Ils ont dit tout de suite oui, oui, mais après ils n'ont rien fait. Donc je la donne à vous aussi. Je suis sûr que vous ne ferez rien, mais nous les Brésiliens, on fait notre travail et on veut faire comme ça, donc on vous donne cette liste. Et j'étais étonné. Pour moi, c'était le monde des rêves, c'était exactement ce qu'on voulait faire, essayer d'élargir notre petite collection, de travailler sur le cinéma muet, et avoir quelqu'un qui nous offrait cette collection, c'était les paradis terrestres. Donc, j'ai cette image de ces passages. L'Assemblée générale se faisait au Gulbenkian, donc j'ai un souvenir précis de l'endroit précis au Gulbenkian où ces passages de photocopie est arrivé. Et en effet, on est arrivé à rapatrier cette collection de 60 longs métrages italiens. Donc tout au cours, on avait la plus grande collection de cinéma muet italien au monde. Et évidemment, on n'avait aucun moyen. On n'avait ni les dépôts pour les conserver, ni les savoir-faire pour les restaurer. Évidemment, c'était toujours de l'utopie. Hein? On mangeait de l'utopie. C'était la nourriture, c'était l'utopie. Et donc, avec cette collection, on a commencé à faire les premiers expériments, et comme je vous ai dit, les premiers expériments étaient catastrophiques, mais après, ça a commencé à marcher pas mal. Et en 1994, on a organisé les congrès de la FIAF. Et à ces congrès, on a décidé donc de les faire pendant le Cinema Ritrovato et de montrer nos propres restaurations, donc de faire une série de films muets italiens. Et les restaurations étaient pas mal, et tous les collègues étaient assez impressionnés qu'enfin, en 3-4 ans, on était arrivé à avoir une telle qualité de restauration. Donc, cette édition-là du festival a été vraiment essentielle pour comprendre qu'on était arrivé à un niveau de qualité important et intéressant. Puis, en 2000, Vittorio Guarini a pris sa retraite. Il y avait eu un changement politique à Bologne. Pour la première fois, Bologne n'était pas une ville, n'avait pas une majorité de gauche. Pour la première fois, les centres-droites avaient gagné. Et donc, on avait aussi un peu peur que tout pouvait changer. Mais bon, le maire était plutôt passionné sur le cinéma, et donc il a accepté la proposition de la commission qui existait toujours, qui a proposé qu'à la place de Vittorio Guarini pouvait venir être moi, qui était l'adjoint de Guarini. Donc j'étais nommé, et une chose qu'on a décidé de faire tout de suite, c'était de commencer à faire les projections du soir du festival sur la place. Donc de faire les 8 jours, les 8 nuits du festival, avec des séances en plein air, gratuites sur la grande place.
avec un écran géant et avec des 1000, 3000 fauteuils. Ces passages étaient assez importants parce que tout au coup, le festival qui, jusqu'à ce moment-là, était un festival pour des spécialistes qui venaient de tous les parts du monde, tout au coup est devenu un festival pour les spécialistes, mais aussi pour un large public. Et donc, assez rapidement, notre salle, qui était la seule salle qu'on utilisait dans la projection de jour, était trop petite. Et donc, on a changé de salle, on a pris une salle plus grande, et en 2003, quand on a pu avoir la nouvelle siège de la Cinémathèque, dans laquelle il y a la bibliothèque, les archives non-films, et 2 salles, on a pensé, bon, maintenant, on fera dans ces 2 salles des festivals, on va utiliser aussi une autre salle. Donc, on va utiliser 3 salles. Chose qui nous a permis d'élargir la programmation et faire un festival qui est un véritable musée sur l'histoire du cinéma dès la fin du 19e aux années 70. Et dans les différentes salles, on a spécialisé les différentes salles selon les décennies. Donc, on a une salle muet, on a une salle sur les années 30 et 40, et on a une salle magnifique, Scope, pour les années 50 et 60. Et ça nous a permis de toucher un public international beaucoup plus large, pas seulement les gens des cinémathèques, mais aussi les passionnés de l'histoire du cinéma, les cinéphiles, et aussi il y a eu un intérêt majeur de la part du marché, c'est-à-dire certaines compagnies qui avaient déjà développé une réflexion sur leur propre patrimoine, comme Sony par exemple, qui avait commencé depuis quelques années à faire de grandes restaurations de leur collection, ou Pathé, qui aussi avait décidé de lancer, ou Gaumont aussi, de lancer une véritable campagne de restauration de leur collection, ont commencé à nous rendre visite et à nous proposer des restaurations de films. À ce moment-là, les festivals de Cannes, avec lesquels on collaborait depuis la moitié des années 90, un peu suivant aussi les succès qui augmentaient chaque année du cinéma di Trovato, a décidé d'ouvrir la série Cannes Classique, et à travers Cannes Classique, il y a eu un intérêt qui est devenu de plus en plus grand de la part du marché sur l'histoire du cinéma. Là, les passages au digital a été un moment essentiel parce que le digital permettait aux ayants